Mettons quelqu'un qui ouvrirait ce livre, Les paroles restent, conversation en psychanalyse avec Niels Galskuel et Marie-Jeanne Sala, qui est donc paru, collection Scripta, RS 2023. Quelqu'un qui entretiendrait une certaine familiarité avec les notions et les voies de la pensée psychanalytique, qui même occuperait une fonction d'analyste. Il n'est pas sûr que ce quelqu'un comprenne aisément le texte. Surtout si ce quelqu'un n'appartient pas à la génération de l'autrice, disons, pour prendre un repère simple, à la génération des analystes qui ont eu directement affaire à la voix de Lacan, d'une façon ou d'une autre, mais à une génération suivante. Eh bien, il se pourrait que ce quelqu'un se sente assez lent, voire assez bête, devant ce livre. Le livre retient, cela ne fait pas de doute. Déjà parce qu'il s'agit d'un double livre. Un texte écrit, d'une part, et un film, d'autre part. Le dispositif est pour le moins inhabituel, en appelant à une double matérialité et une double temporalité, du côté de l'écrit, et du côté du dit noué au vu. Si bien que les contenus se recroisent sans se superposer tout à fait. Un dispositif qui tout à la fois thématise et met en œuvre la distinction entre registre de la parole et registre de l'écrit, et dès lors entre les voies de retour qui s'y rattachent. Les voies font le lieu du refoulement et du retour du refoulé, tandis que l'écrit est intrinsèquement lié au démenti, avec son point d'ancrage sur le réel des lettres et des dates. Ces processus, distincts et entrelacés, on peut les suivre dès les premiers éléments de la tradition monothéiste, entre les voix des prophètes et l'établissement des textes bibliques. On peut les suivre aussi bien à hauteur des cures et de leurs aléas transférentiels, selon ce qui vient ou non à s'écrire de la parole. On peut les suivre, immanquablement, dans l'histoire et les soubresauts des écoles analytiques. Solal Rabinovitch n'élude aucun de ces niveaux. C'est passionnant. On est pris par le livre. Comprendre, c'est autre chose. Une question qui n'a cessé d'être vive depuis les débuts de la psychanalyse, qu'elle soit dépliée ou écartée, cette question, concerne ses rapports aux politiques. Solal avance là-dessus des éléments précis. Elle évoque la conjonction entre engagement dans la psychanalyse et engagement politique, central et indiscutable, pour elle comme pour beaucoup de sa génération, et elle indique de surcroît que cette conjonction a eu un véritable rôle dans la société de ces années-là. Elle souligne le rôle politique de Lacan, non seulement par son attention personnelle à la scène sociale et politique contemporaine, mais par la constitution d'un trépied impliquant le séminaire, l'école et les cures. Je la cite. « L'enseignement de Lacan était extérieur à l'école, il l'avait voulu. La passe avec laquelle il avait refondé son école était interne à l'école. Et les cures traversaient séminaire et école, l'intérieur et l'extérieur. » Je cite toujours, « On peut dire que les trois éléments du trépied, ou les trois ronds d'un nœud borroméen, c'était le séminaire, les cures et la passe. » Solal sait de quoi elle parle. Entrée à l'école freudienne au moment de sa fondation, elle va faire partie du premier lot de passeurs. Elle témoigne de cette expérience, y compris du bafouillement qu'il avait saisi au moment de rendre compte devant le jury d'agrément de ce qu'elle avait entendu du passant. Donc elle rend compte de cette sorte de désorientation qu'il a saisie
à ne plus savoir à quelle place se situer dans cette affaire. Et elle reçoit aussi une parole de Lacan à cet endroit du défaçage. Mais mon petit, c'est là la passe. Pardon, c'est ça la passe. Parole qu'elle reçoit en 2 temps. Sur le moment, elle entend que cela visait ce passant particulier. Et des années plus tard, qu'il s'agissait de la situation même de la passe. L'autrice nous parle donc depuis sa propre expérience. Elle parle aussi depuis, je cite, une communauté d'expérience. Une communauté d'expérience à l'endroit de ce nouage qui a marqué une génération d'analystes. Peut-être est-ce le point où l'on touche au noyau d'incompréhensible que j'évoquais à la première lecture du livre. Et je vais endosser plus directement cette incompréhension. Dans l'époque qui correspond à mon propre parcours avec la psychanalyse, j'ai bien sûr été concernée par les dispositifs de cure, de séminaires et d'écoles et de passes. Mais pas sous le renvoi à une communauté d'expérience. Et ce qui va avec, pas dans une implication analogue de l'analytique et du politique. C'est-à-dire, me semble-t-il, pas sous le même nuage. Il y aurait matière ici à se lancer sur des considérations historico-politiques sur les enjeux et les bascules d'époque. Je vais plutôt prendre un raccourci par un point d'expérience à mon tour. Lors de mon premier poste en hôpital psychiatrique, en 1989, je me trouve engagée donc d'un côté dans une analyse, d'un autre côté dans la découverte de textes issus de différents champs, et donc aussi, troisièmement, dans une pratique. J'avais choisi un service marqué par la psychanalyse, où j'imaginais que se déploierait une pensée ferme à cet endroit. Or, j'assiste plutôt à des discours qui tournent en boucle, avec des controverses, voire des règlements de compte, dont les enjeux m'échappent alors complètement. Serait-ce monter dans le mauvais train? L'image basique du mauvais train me vient, j'ai fait un rêve justement avec cette image, juste en préparant cette présentation. Monter dans le mauvais train peut-être. Sauf qu'une autre dimension vient à se présenter par l'entremise des infirmiers et infirmières avec qui je travaille et de patients qui ont une longue carrière à l'hôpital psychiatrique. Ils délirent abondamment, ils délirent et ils disent et me transmettent quelque chose de cette histoire à laquelle ils ont participé. D'où cela vient-il? Une circulation de savoir n'advient pas spontanément, pas s'appuyer sur des traces, en l'occurrence des traces issues d'une bonne quinzaine d'années d'exercice de la psychanalyse dans ce service. Alors, à noter que cet écart, d'une génération à l'autre, ne signifie certainement pas que les rapports psychanalyse-politique seraient absents ou minorés pour les analystes des générations qui suivent celle de Solal. Bien au contraire, ils sont appelés, me semble-t-il, de façon criante. En notre époque de brutalisation des liens de solidarité élémentaires, où, pour prendre un exemple, des enfants dorment par milliers dans les rues de Paris, tandis que des logements auparavant qualifiés de sociaux sont affectés à des manifestations de prestige bien plus rentables. Ce qui se traite, notamment en s'employant à prouver, soi-disant prouver, que ces enfants ne seraient pas des enfants, donc pas des mineurs avec les droits afférents. Logique du démenti. On ne voit pas comment l'exercice de l'analyse pourrait s'abstraire de ces renvois du politique, mais plutôt que les rapports ne passent pas par les mêmes voies, en l'occurrence pas par les mêmes nouages discursifs. Ma suggestion, mes propres mises en œuvre, serait qu'ils passent par des dispositifs transférentiels. Or, le double livre de Solal Rabinovitch propose un autre nouage décisif, pas sans lien avec le premier, que j'évoquais en commençant, mais autrement mobilisé et mobilisable, cet autre nouage, à l'endroit de ce qu'on peut appeler le symptôme de l'analyste.
elle ne s'en tient pas en effet à une articulation extrinsèque des processus de démenti et de refoulement, selon leurs occurrences dans l'histoire des écoles analytiques, mais elle en vient à une incarnation symptomatique singulière. Elle évoque l'expérience violente qu'elle en fait depuis le sort réservé à un texte sien qui pointait des opérations de démenti, de falsification des traces de l'histoire analytique par le chef en place dans un moment d'école analytique. La rétorsion ne s'est pas fait attendre. Elle s'est trouvée injuriée publiquement, avec demande par courrier de présenter ses excuses pour, entre guillemets, l'insulte dont il aurait été l'objet. Or, elle va y répondre, quant à elle, malgré elle, du côté de la matérialité de sa voix, par un épisode de mutisme. Je la cite. « J'en ai perdu la voix pendant plusieurs mois. » Je la cite toujours. « Le fil ténu entre parole et écrit, voix et lettres, s'était alors rompu net. » L'autrice fait aussi résonner sa réponse, telle qu'elle s'est constituée dans l'ordre d'un symptôme de parole, avec le choix de rester analyste. Elle avait posé ce choix une première fois, en n'embrassant pas la carrière de médecin des hôpitaux, puis une seconde fois, à travers sa terrible découverte de l'acte de numerus clausus, qui avait rayé son père du barreau de Paris en tant que juif en 1941. Son père avait de surcroît, peu de temps avant sa mort, eu à connaître d'un autre registre d'exclusion, cette fois depuis la communauté à laquelle il appartenait, du fait de ses écrits qui prenaient position à l'égard de la politique de l'État d'Israël. Cela l'avait accordé valeur interprétative à cette découverte, relativement au choix de ses voies d'inscription comme analyste, en renonçant, une seconde fois, au titre de médecin des hôpitaux. Y revenir l'amène aussi à une lecture après coup de la crise d'école qu'on vient de mentionner, sur le mode d'une répétition qui la concerne directement. Et je la cite. « De la même façon, j'avais été presque bannie de la communauté analytique à laquelle j'appartenais à cause d'un écrit que j'avais commis, et j'étais devenue muette. » Cela situe donc différents moments dans le choix de devenir ou de rester analyste, laissant entendre ni une fois ni deux fois, mais un certain nombre de fois. On peut sans doute y compter, dans le certain nombre de fois, cette mise en écriture d'après-coup, qui en passe par un symptôme. Elle réalise par là même un passage rare. Depuis un moment d'exaction brutale, elle réalise un tour de lecture qui en vide littéralement la jouissance ou la douleur, en y liant l'articulation de son propre symptôme. Que faire, en effet, quand l'institution, les institutions, non seulement ne soutiennent pas le travail analytique, mais l'entravent considérablement, l'empêchent, le bloquent plus ou moins violemment, ce qui reste évidemment d'actualité. Tout va à rebours, alors, dans le sens de retrouver la pente du symptôme, voire de l'accentuer. Eh bien, l'une des choses à faire est peut-être de se laisser symptomer, si on peut dire comme ça, en fonction d'une certaine capacité à attraper le transfert, à attraper le symptôme. Ainsi, l'autrice en saisit-elle un fragment de savoir, une saisie sur le fil, précaire, entre bout d'histoire et bout de corps, précaire et dès lors opérante, capable de toucher au processus du refoulé et du démenti, au croisement d'une vérité subjective et d'une vérité de l'institution. Voilà ce que je viens de tracer rapidement, de l'absence d'une communauté d'expérience quant à un certain trépied, que au nom d'une génération, ne peux pas comprendre, à ce nouage second, où le livre de Solal Rabinovitch ne m'en parle que mieux d'une génération à l'autre.